préciserai également que grâce à Cybercité, il y a des étudiants qui sont dans la salle et je pense que les étudiants pourront applaudir Alban. Merci de m'avoir spoilé mon intro. Ok, très bien. J'ai réglé en pleine gueule, mais c'est très bien. Donc je suis Alban Renard, je suis le responsable du pôle SEO chez Cybercité. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on va avoir des problèmes de zappel, je pense, aujourd'hui. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une agence lyonnaise à la base, avec des agences également sur Chambéry, sur Paris, sur Rennes, Nantes et Nice. On a une relation privilégiée avec Mulhouse depuis la rentrée, puisqu'on est parrain de la licence IMAT à l'IUT de Mulhouse. Donc voilà, il y a quelques étudiants ici qui sont présents. Est-ce que je pourrais avoir les appels qui marchent, s'il vous plaît, ou alors quelque chose qui marche? Ça serait pratique. On a fait des tests. Ah, voilà, super. Donc quelques éléments sur Cybercité, j'en ai déjà un petit peu parlé. 130 collaborateurs en France, 15 millions de chiffre d'affaires. On est la première agence de search marketing sur la partie acquisition de trafic, acquisition d'audience. Nos métiers tournent autour de cette partie-là, donc la partie acquisition d'audience au sens large. Principalement le cœur de métier, le SEO, dont je vais vous parler aujourd'hui longuement. La partie trafic payant également, avec les AdWords, les stratégies médias. On travaille également beaucoup sur la conversion, les optimisations de la conversion en partant de la data, des prestations de plans de marquage analytics, des choses comme ça. Donc là, on va retrouver deux de nos métiers finalement en une seule phrase. Et évidemment, les différents leviers du SEO, que sont le content marketing, le linking, etc. Plus notre filiale OnLiso qui fait du social media, du community management et des stratégies également de trafic payant sur les réseaux sociaux. Non, je suis pas... Tac. Alors, on a zappé les clients, tant pis, donc on travaille avec plein de clients, des super clients comme Air France, Orpi, etc. Ah. Est-ce que si on vous dit suivant à la régie, vous pouvez le faire? On va faire comme ça? On va faire un tac. Merci. Ok. Alors, je pose cette zapette, j'arrête de faire le fou de la zapette. Suivant du coup. J'ai pas l'habitude de faire du stand-up, donc je vais faire de mon mieux avec l'humour. Je sais que l'intervenant tout à l'heure parlait du fait que c'était difficile d'intervenir avant de manger, après de manger, donc je vais vous faire la digestion. Donc pour introduire tout ça, on va repartir un peu des bases du SEO et se poser la question de à quoi sert Google. Suivant. Google, c'est un moteur de recherche, voilà. Merci, au revoir. Donc la petite subtilité dont il faut se souvenir quand on parle de Google, c'est que quand ils sont arrivés en 99, leur grosse innovation, finalement, c'était le fait d'arriver à classer des pages, non seulement avec la notion de sémantique, mais également avec la notion de classement de pages liée au backlink, c'est-à-dire les liens provenant de sites externes vers mon site internet. Ces liens-là apportent de la force et apportent, en gros, de la popularité, de la notoriété, un petit peu à la manière d'un vote. C'était la grosse innovation et c'est toujours aujourd'hui au cœur de l'algo de Google, et on reparlera un petit peu des implications que ça peut avoir tout à l'heure. Google, c'est 30 milliards de pages web, c'est des bénéfices records, des chiffres d'affaires monumentaux, c'est une position dominante sur son marché, quasiment 90% et plus de parts de marché un peu partout dans le monde, à l'exception de quelques pays. Suivant. Mais pour autant, Google, ça reste finalement une coquille vide. Google, qu'est-ce que vous faites? Vous lui offrez votre contenu, vous lui permettez d'utiliser votre bande passante pour crawler vos sites, pour intégrer vos contenus dans son index. En vous conformant en plus à ces standards, parce qu'il est quand même assez touchy sur les standards, il faut s'assurer que votre site soit correct pour Google. En échange de ça, suivant, il vous propose la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire le trafic monumental qu'il peut y avoir par rapport à ça. Donc c'est 3 milliards de requêtes par jour, chaque jour, avec chaque jour également 15% de requêtes nouvelles qui n'ont jamais été tapées auparavant. Donc oui, c'est la poule aux œufs d'or, oui, ça reste un trafic monumental, mais il faut garder en tête qu'on sait maintenant depuis 4-5 ans, on va dire, que c'était un cheval de Troie, tout ça. C'est-à-dire que quand Google n'était pas encore dominant, finalement, le deal gagnant-gagnant entre Google et les éditeurs de sites, il était finalement assez équilibré. Aujourd'hui, avec cette position dominante, Google, finalement, il vous dit, quelque part, les éditeurs de sites, je m'en fous un peu, et je vais finalement exploiter ce trafic monumental en grande partie pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on fait des requêtes sur Google, on a quasiment la moitié de ces recherches qui n'engendrent aucun clic. C'est-à-dire que vous arrivez sur Google et vous avez directement votre réponse.
On a également une bonne dizaine de pourcents qui sont liés à des sites Google, donc des sites, soit des sites payants, soit des sites on va dire organiques ou gratuits. Et puis il nous reste ces fameux 41,45% qui sont du trafic purement organique vers les sites sur lesquels vous êtes amené à travailler, et moi aussi. Alors pourquoi suivant. Pourquoi tout ça suivant. La première étape de tout ça, c'est le fait que Google communique depuis un certain nombre d'années sur le fait qu'ils veulent devenir, sortir de la lutte de moteur de recherche et devenir un moteur de réponse. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est Google Madame Irma, et c'est Google qui finalement répond à son idée première qui est celle de fournir l'information la plus qualitative possible, la plus rapidement possible à l'internaute. C'est ça qu'ils veulent faire depuis le départ. Donc en fait on le savait, mais on s'est un peu fait avoir. Ça veut dire que Google aujourd'hui, il vous fournit directement la réponse sur tout un ensemble de requêtes. Alors sur des requêtes comme ça, vous allez me dire oui, bon ok, c'est de la requête purement informationnelle, quelqu'un veut savoir la météo, ça ne me concerne pas forcément, et c'est logique, sauf qu'il y a plein de sites qui fournissaient ce type de service-là, qui avaient un modèle de rémunération par rapport au fait de fournir cette information-là, et finalement aujourd'hui Google arrive à agréger ces données depuis les sites internet qu'il a indexés, crawlés, etc., pour s'en servir pour lui-même. Suivant. Et on retrouve ça sur plein de secteurs d'activité, de plus en plus nombreux. Quand on regarde les SERP, donc je vais parler souvent de SERP, si ceux qui ne savent pas, c'est Search Engine Result Page, donc la page de résultats de recherche de Google. Donc la SERP nous montre pas mal de cas de figure comme ça, notamment aux États-Unis et également en France bien sûr, où on va avoir directement des navigations fournies par Google, où vous allez pouvoir cliquer sur un des éléments présents, l'actu, le classement, les stats, et puis avoir tout un ensemble d'informations supplémentaires, une page, 2 pages, 3 pages, donc vous avez une vraie navigation sur des sites Google. On a ça sur plein de thématiques, encore une fois. Le travel est une des thématiques qui a été les plus archi-dominées par Google ces dernières années, avec un certain nombre d'éléments comme Google Hotel, Google Flight Search, que je vais vous montrer juste après, et également des outils qui vous fournissent directement du contenu éditorial, rédigé par Google ou volé à droite à gauche, et agrégé à droite à gauche depuis Wikipédia et d'autres sources, pour aller proposer des éléments sur les points of interest, par exemple. Google Flight, c'est un bon élément qui permet de montrer ça. C'est-à-dire qu'au départ, ils sont arrivés avec quelques petits tests, et puis de plus en plus, on les a vus sur des requêtes vol Paris-New York, vol Paris-Londres, etc. Systématiquement, au départ avec des notions de flux de prix agrégés depuis les différentes sources et présentés, et puis désormais, suivant, ils vous montrent directement une interface qui est similaire à certains concurrents de Google, pour le coup, qui proposent des fonctionnalités qui permettent de rechercher le vol le moins cher en fonction d'une période, en fonction d'une destination, etc. Donc toute une interface comme ça. Doucement. Je prends vite, mais quand même. Donc au final, et à la fin de Google Flight Search, il faut savoir que le clic devient payant pour l'annonceur. Donc ça, c'est des éléments qui ne se voient pas pour l'utilisateur final, mais qui rémunèrent Google, bien entendu. Alors oui, la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où ira Google? Suivant. Alors, sans dire qu'ils veulent nous nourrir en intraveineuse, mais néanmoins, il y a quand même quelque chose d'assez fort là-dedans, dans cette image, c'est qu'on passe vraiment, c'est l'étape 2 de Google, on passe du moteur de réponse à finalement l'assistant personnel. Aujourd'hui, la terminologie de moteur de réponse, il l'utilise presque plus, et il parle de plus en plus d'assistant personnel, donc évidemment, il y a la concurrence de Alexa, etc., de tous les autres assistants personnels ou des box vocales qui permettent de faire un certain nombre de choses. Donc Google s'intègre dans ce marché-là avec le search. Suivant. Tout ça, ça a commencé réellement en 2013. C'est-à-dire qu'en 2013, Google a mis à jour son algorithme avec une mise à jour qui s'appelait Colibri ou Hummingbird. Et Colibri, qu'est-ce qu'il faisait? Finalement, il permettait à Google de mieux comprendre les requêtes qu'on appelle conversationnelles, c'est-à-dire schématiser les questions. Donc, qui chante Petit Papa Noël ou je ne sais quoi. Donc toutes ces informations-là, Google il est capable aujourd'hui de beaucoup mieux les désambiguiser, les comprendre et fournir une réponse directement. Suivant. La suite de Google Hummingbird, c'est Google RankBrain. Je vais prendre un petit peu de temps pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que Google RankBrain. C'est tout simplement un algorithme de machine learning et même de deep learning. Alors, la différence, c'est que dans le deep learning, on va avoir un bot qui va faire de l'apprentissage autonome. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, RankBrain fonctionne tout seul, en autonomie, apprend à partir de ses propres modèles comment, finalement, utiliser l'intention utilisateur pour fournir le contenu le plus pertinent à l'internaute et le plus en adéquation avec son intention de départ.
Donc l'internaute, il a son intention, il a un but final, et Google essaye finalement de comprendre ça. Donc nous, qu'est-ce que ça veut dire quand on fait du SEO, comme moi? Eh ben, on va travailler l'expérience utilisateur, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que, comme on le disait tout à l'heure, que quand l'internaute arrive sur le site, on sait qu'on a souvent des taux de conversion qui sont aux alentours des 1%, ben finalement, qu'est-ce qu'on fait de ces 99% et comment on les adresse du mieux possible, soit avec de l'inbound marketing, soit avec tout simplement des process d'achat, d'information qui soient plus performants. Alors nous, ça nous impacte également sur la data, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus obligé d'aller finalement agréger des sources de données depuis différentes origines pour aller personnaliser nos stratégies SEO. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, je ne vais pas vous donner une recette miracle du SEO ou même du SXO pour vous dire, voilà, c'est ça qui marche dans tous les cas. Aujourd'hui, le SEO, c'est quelque chose de personnalisé, d'une part parce que ça ne marche pas toujours de la même manière selon les intentions d'internautes, et d'autre part parce que de toute manière, Google va vous personnaliser les résultats qu'il va vous fournir sur la SERP en fonction de vous, individu, c'est-à-dire de votre historique de navigation, de votre device, de vos comportements sur différentes requêtes. Aujourd'hui, Google fonctionne carrément avec ce qu'on appelle des search journeys, c'est-à-dire des voyages de recherche. Il va vous agréger un certain nombre d'informations qui sont reliées. Si vous faites 4 ou 5 requêtes différentes sur la thématique du camping, lui, il va les agréger, les comprendre, et finalement arriver à partir du principe que, à terme, c'est un petit peu l'objet de la prospective sur Google, à terme, vous proposez par exemple tous les ans, au mois de mai, un certain nombre d'informations spontanément sur Google Discover pour vous dire c'est le moment de réserver votre camping. Si on va dans l'extrapolation de ce qu'il voudrait arriver à faire, c'est ça. C'est-à-dire proposer des résultats searchless, donc sans recherche, où ils vont directement vous proposer l'information qui est la plus pertinente pour vous, individu. Il faut savoir que RankBrain, depuis 2015, c'est un des éléments les plus importants de l'algorithme de Google. Et il faut savoir aussi que la plupart des ingénieurs Google, et on le sait de la part de Googlers qui sont partis de la firme de Mountain View, que finalement, RankBrain, plus personne ne sait exactement comment il fonctionne. Alors que si aujourd'hui on vous dit pourquoi c'est tel site qui est devant un autre, ils ne savent pas vous le dire. Ils vont reprendre les éléments de base, parce que les éléments de base du SEO fonctionnent toujours. Finalement, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est que Google aimerait bien ne plus arriver à ne plus avoir besoin du netlinking et des liens externes pour déterminer la qualité d'un site, et ne se baser finalement que sur l'avis des internautes ou leur comportement. Ils ne savent pas encore le faire, donc le linking marche encore très bien, merci. Mais par contre, effectivement, il y a cette surcouche de RankBrain qui vient requalifier, reclasser certains sites en fonction de ses comportements. Donc c'est vraiment une surcouche de deep learning par-dessus un algo existant. Suivant. Alors du coup, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que le SEO doit muter? Est-ce que, auparavant, ça fait 15 ans que je fais du SEO, au départ, avant même qu'on parle du X, désolé, je suis un peu vieux finalement. Donc du coup, on avait toujours tendance à être opposé aux UX designers, aux UI designers, parce que finalement, on proposait des solutions qui étaient un peu terre à terre. Le SEO, il est terre à terre, il veut appeler un chat, il veut mettre ses mots-clés, etc. Alors qu'en face, on a des expériences qui sont un peu plus sexy, on va dire, mais qui parfois ne sont pas forcément crawlables pour les moteurs. Donc du coup, cette opposition, aujourd'hui, elle doit s'effacer de plus en plus, et on doit faire en sorte de faire du SXO, c'est-à-dire de l'optimisation d'expérience utilisateur, en partant de l'intention de l'internaute, que finalement Google travaille pour nous, pour arriver directement à la conversion. Suivant. Alors du coup, comment ça s'articule le SEO aujourd'hui? Finalement, les 3 leviers historiques du SEO, ils n'ont pas bougé en fait. C'est-à-dire que la technique est toujours valable, le contenu c'est le cœur du sujet, et le off-page, le linking, c'est ce qui fait performer derrière. Donc ça n'a pas bougé. Par contre, si on creuse un petit peu, on s'aperçoit que l'internaute, il est au cœur de toutes les problématiques SEO. De la stratégie, puisqu'on va travailler évidemment la concurrence, on va analyser les SERP, on va analyser les cibles, les objectifs de manière beaucoup plus approfondie que ce qu'on pouvait faire par avant. Et ensuite, on va travailler un mix qui va partir du on-page pour s'assurer que finalement l'internaute il arrive sur un site qui fonctionne, sans page d'erreur, sans page qui ne lui donne pas le bon résultat par rapport à ce qu'il attendait. Donc attention à tout ce qui est mauvaise redirection, des choses comme ça. Il va être également au centre du contenu qui est lui-même le cœur du SEO, puisque les intentions de recherche, je ferai la distinction tout à l'heure avec l'intention de recherche versus l'intention de l'internaute. Et donc du coup, c'est vraiment le cœur de la strat, et c'est vraiment ce qui détermine finalement les termes sur lesquels on va travailler. Et puis la partie off-page, on va s'apercevoir qu'en dehors du linking tactique qu'on peut faire pour amener de la performance pure, finalement le off-page, ça se fait via votre communication.
donc votre empreinte de marque, donc tout ce qu'on a pu voir déjà ce matin sur la partie réseaux sociaux notamment, au sens large des réseaux sociaux. Suivant. Alors, quand on parle de la stratégie et quand on parle de l'analyse de SERP, qu'est-ce qu'on va aller regarder? Dès le départ, sur un projet SEO, finalement, on va s'assurer finalement de travailler sur la thématique qu'on cible. C'est-à-dire qu'on doit s'assurer de quelles sont les stratégies qui fonctionnent, encore une fois, c'est de la personnalisation, pour ma thématique, pour mon mot-clé, mon ensemble de mots-clés, mon ensemble sémantique, pour aller identifier les différentes intentions qui vont satisfaire Google. Donc ça veut dire qu'on va aller analyser la page de résultats de recherche de Google pour savoir si sur telle requête, il va plutôt préférer afficher de la vidéo, de l'image, de la news, de la maps, de l'information pure, du contenu éditorial en volume, des listings produits sans le moindre contenu. Voilà, aujourd'hui, on n'est plus forcément obligé de mettre du contenu éditorial volumineux sur toutes les pages, parce que dans certains cas, c'est pas ce qui marche. Ce qui marche, c'est de proposer un bon listing produit avec une offre attrayante, avec un nombre de produits suffisamment significatif pour que l'internaute ait envie de rester en fait. Alors attention à la petite nuance, on parle souvent du SEO impacté par le taux de rebond, c'est pas le taux de rebond. Le taux de rebond, c'est un indicateur bien spécifique qui est traçable avec plus ou moins de 2 bémols sur Analytics ou d'autres solutions. On va plutôt parler de dwell time, c'est-à-dire finalement de qu'est-ce qui s'est passé entre deux moments où l'internaute est sur Google. Google finalement il traque ce qui se passe sur son moteur, sauf à penser que finalement Google Chrome est un vrai mouchard de A à Z, ce qui peut arriver. Quels sont les contenus et les fonctionnalités qui fonctionnent, et également quels sont les autres éléments, donc je parlais tout à l'heure d'instant answer, donc de réponse instantanée sur Google, sur quel type de requête Google va proposer la réponse sans même proposer de site internet ou en les proposant finalement au second plan. Donc tout ça, il faut le traquer, l'analyser et s'assurer qu'on va réaliser des stratégies qui soient en adéquation finalement avec notre cible et nos objectifs. Donc il faut bien faire la distinction entre l'intention de l'utilisateur, cette intention c'est une intention finalement finalisée, un projet final que Google lui-même doit analyser. Nous, on va les travailler au niveau inférieur, c'est-à-dire sur les intentions de recherche, c'est-à-dire comment cette intention utilisateur se traduit, avec combien de types de requêtes, combien il y a d'étapes, en gros tout ce qu'on peut appeler la customer journey. C'est des choses qu'on va prendre en compte dans les stratégies SEO pour arriver à ramener l'utilisateur sur différents types de pages en fonction de son niveau de maturité par rapport à son process d'achat ou d'information ou peu importe. Voilà, donc ça c'est un petit outil cybercité, j'en profite pour le montrer, c'est un benchmark de SERP qui est assez fantastique pour nous pour travailler. Suivant. Alors, le deuxième volet, une fois qu'on est parti de la stratégie, qu'on a déterminé ça, c'est qu'on va parler de technique. Suivant. Donc la technique SEO, les basiques finalement sont toujours les mêmes qu'il y a 5 ans, qu'il y a même 10 ans. C'est-à-dire que le fonctionnement de Google, c'est un fonctionnement de crawler. Donc, petit rappel pour ceux qui ne le savent pas. On fait d'abord le crawl, ensuite on a l'indexation et ensuite on a le positionnement. Suivant. Le crawl, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le bot de Google, donc un crawler, qui arrive sur un site, qui va lister l'intégralité des liens présents sur la page et qui va aller visiter le contenu de l'intégralité des pages derrière ces liens, etc. Et il va faire ça à chaque fois sur chaque page avec des arborescences descendantes. Si votre arborescence, elle est comme cette photo-là, et que c'est pas le jardin à la française tout beau tout propre, ça va être de plus en plus difficile pour Google de passer du temps, de passer ce qu'on appelle le crawl budget, c'est-à-dire du temps de crawl, et du coup, suivant. Et du coup, ça va être plus difficile pour lui de classifier vos contenus, de les rattacher les uns avec les autres, de déterminer leur importance au sein de votre site et, a fortiori, au sein du web, par rapport à d'autres sites qui sont sur la même thématique, parce que tout simplement, le contenu n'est pas suffisamment structuré en termes de maillage interne comme externe. Suivant. Donc du coup, forcément, sur la SERP, ça va être la jungle, ça va être de plus en plus difficile d'arriver à être visible, d'arriver à avoir la bonne visibilité, si on n'a pas une architecture technique qui optimise son crawl budget. Suivant. Optimiser le crawl budget, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comment on fait en sorte que Google, le temps qui passe sur mon site, il soit optimal. C'est-à-dire faire crawler mes pages stratégiques le plus souvent possible, parce que plus une page est crawlée, plus elle a de chances finalement de se positionner. C'est s'assurer pour les sites qui ont des grosses rotations de contenu, notamment les sites e-commerce ou les sites de petites annonces par exemple, qui ont des entrées et des sorties de pages régulières, s'assurer que mes nouvelles pages soient découvertes le plus vite possible, sans délai. Ça peut avoir un impact assez fort sur l'expérience utilisateur, notamment, je sais pas, je prends souvent l'exemple de l'immobilier par exemple, vous avez votre recherche immobilière, vous tapez achat appartement Lyon ou Strasbourg ou quoi que ce soit,
sais pas s'il y a des querelles entre Strasbourg et Mulhouse, je ne veux pas me mêler, hein, ça peut arriver. Tout petit peu. Voilà, donc s'assurer finalement que votre expérience, quand vous arrivez sur le site, elle soit à jour, que vous ayez bien les bons contenus au bon moment. Et le troisième point, c'est d'éviter, et ça c'est le point le plus fréquent, une déperdition de votre creux de budget sur des pages qui sont inutiles. C'est-à-dire des pages qui sont des pages d'erreur, des pages de doublons, etc., etc. Suivant. Donc la technique, je vous fais une petite checklist rapide parce qu'on n'a pas le temps de développer chacun des points. Après on pourra parler si vous voulez par la suite, il n'y a aucun souci. Mais en gros, on s'aperçoit que les points les plus importants sur la technique SEO, ils ont tous un minimum de lien avec l'utilisateur. C'est-à-dire que le mobile first, aujourd'hui, c'est primordial chez Google. Ça veut dire qu'il va prendre en compte votre version mobile ou votre site mobile en priorité dans son classement. Donc on ne dégrade pas l'expérience mobile, tout simplement parce que c'est comme ça que l'algo fonctionne aujourd'hui. Si vous avez une super version desktop pour le SEO et que votre version mobile n'est pas optimisée pour les bots et pour les utilisateurs, vous allez moins bien performer. Sachant qu'il faut bien savoir que les taux de pénétration du mobile en France sur les 12-19 ans, c'est du quasiment 90-95% d'exclusivité. Ça veut dire que demain, on va sur des usages qui seront du mobile only et plus du mobile first. Donc il faut bien garder ça en tête. Le point qui va avec le mobile, c'est la rapidité. Ça, c'est un point évidemment qu'on prend toujours en premier, qui est primordial. L'utilisateur, il n'a pas envie d'attendre 3 plombs qu'un contenu se charge. On a tous des usages qui sont de plus en plus mobiles, dans le métro, dans le train, etc. Tout à l'heure, j'étais dans le train, le Wi-Fi, quand il n'est pas rapide, clairement, c'est plus possible en fait aujourd'hui. Donc si en plus des réseaux qui peuvent sous-performer parfois, votre site, il met des heures à répondre pour des contenus qui sont importants pour l'internaute, forcément l'internaute ne va pas rester. Et ça peut poser problème sur votre SEO également. Les éléments sur la duplication de contenu, aujourd'hui ça reste un des facteurs bloquants majeurs qu'on rencontre sur quasiment tous les sites sur lesquels on travaille, le fait que les contenus soient dupliqués les uns envers les autres, en raison généralement de problématiques structurelles liées à des navigations à facettes ou des systèmes de filtres, de tri que vous pouvez avoir sur les sites web. Toutes ces problématiques-là, aujourd'hui, on ne devrait plus les rencontrer si on veut vraiment aller dans la performance. D'autant que, potentiellement, ça peut poser des problèmes également à l'utilisateur qui va se retrouver sur un contenu soit qui n'est pas frais, soit qui finalement, et ça on y reviendra, est le même, strictement le même, que sur tous les autres sites qui vendent le même produit, par exemple. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. On va également s'assurer, je le disais un peu tout à l'heure, de ne pas avoir de page d'erreur. Encore une fois, l'internaute qui arrive sur une page d'erreur, généralement il ne reste pas, ou généralement il n'essaye pas d'accéder à la page d'accueil, sauf si votre auto est vraiment super forte. Et la structuration HTML bien propre pour avoir un taux de crawl efficace avec de bons résultats. Suivant. Donc une fois qu'on a notre architecture technique fiable, propre, à la fois pour l'internaute et pour le moteur de recherche, et ben c'est là qu'on va utiliser les éléments stratégiques qu'on a vus tout à l'heure, les éléments concurrentiels, qu'on a défini nos KPI, qu'on a défini aussi nos objectifs, pour mettre en place des stratégies de content marketing. Alors, je ne vais pas m'étendre outre mesure sur le sujet, j'ai 4 slides sur le content marketing, et qui résument, je l'espère, assez bien les choses. Suivant. La première chose, c'est que déjà, alors nous, ça implique qu'on discute beaucoup avec nos clients pour ça. Vous, c'est à vous de faire, en tant qu'annonceur, c'est à vous de faire cette démarche-là avec vos différentes équipes en interne pour être sûr de bien savoir ce que vos différentes cibles recherchent. Ça peut paraître un peu bête comme ça, mais quand on discute avec nos clients, nous, on s'aperçoit souvent que les cibles et les objectifs sont très mal définis et que parfois, on veut à vouloir trop toucher tout le monde, on finit par toucher personne. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on sache quels sont nos éléments différenciants, quelles sont les forces de nos produits, de nos services, que proposent les concurrents qui font mieux que nous ou qui font moins bien. Et ces éléments-là, on doit absolument les prendre en compte de manière exhaustive pour arriver à trouver comment elle le recherche. Donc, cette fameuse intention de recherche qui dépend de l'intention internaute. En fonction de comment elles vont le rechercher, on ne va pas avoir les mêmes résultats sur Google. Suivant. Et du coup, quand on va analyser la réponse de Google, on va s'apercevoir que sur la SERP, on a des éléments qui ne correspondent pas en fait. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des résultats qui ne sont pas les bons. On peut avoir des requêtes qui sont confusantes, qui sont ambiguës, et que Google, aujourd'hui, finalement, il travaille pour désambiguiser tout ça, pour proposer parfois des résultats qui sont, comme on dit, multi-intent, donc multi-intentionnels. Je prends souvent l'exemple du Jaguar. Si vous tapez Jaguar dans Google, est-ce qu'il va vous sortir
l'animal, est-ce qu'il va vous sortir la voiture? Ben ça, finalement, c'est les comportements internautes et les différents clics qui vont être produits sur son moteur qui vont déterminer ce que Google va vous rendre. Et c'est les statistiques, tout simplement, d'utilisation qui vont lui permettre de savoir, a priori, ce que vous recherchez. Mais selon votre navigation personnelle, il ne va pas forcément vous proposer la même chose. Donc ça, ce sont des choses à analyser de manière macro. Évidemment, de manière micro, au niveau de l'individu, on ne peut pas le faire et la RGPD ne nous aidera jamais là-dessus. Suivant. Au final, une fois qu'on a fait cette analyse, je sais comment mes internautes recherchent, je sais ce qu'ils cherchent derrière, je sais ce qu'ils veulent, je sais ce que Google aimerait bien que je lui fournisse. Donc, ce qu'on entend souvent dans les confs SEO, c'est faites la même chose que vos concurrents. Moi, ce que je vous dis, c'est faites beaucoup mieux, en fait. Pas un peu mieux, c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on discute avec des annonceurs, avec des clients ou des prospects, on s'aperçoit que souvent ils nous disent oui, il y a tel site qui est premier, qui est leader sur Google, je ne comprends pas, ça n'a aucun sens, c'est moi le meilleur, c'est moi qui ai les meilleurs prix, c'est moi qui ai les... Il n'y a aucune raison pour que cette personne-là soit devant moi sur Google. Et pourtant, il y en a une, c'est que qu'est-ce que ce concurrent finalement a montré à Google réellement? Il lui a montré un contenu plus fourni, avec une vraie valorisation de son expertise. Et c'est comme ça qu'on se retrouve finalement sur plein de requêtes produits. Je prends souvent comme exemple la partie un peu hi-fi, un peu technophile, sur tout ce qui est appareil photo, des choses comme ça. Vous allez souvent sur des requêtes décisionnelles, c'est-à-dire au moment où l'internaute ne sait pas encore quel produit il va acheter, et finalement il ne va jamais tomber sur le vendeur, il ne va jamais tomber sur le vendeur final, il va tomber sur des sites de comparatifs fournis, comme des sites comme les numériques par exemple, si vous connaissez, qui est super bien fait. Voilà, tous ces éléments-là, tous ces dossiers, ces guides d'achat, c'est ceux-là qui vont récolter le premier clic, c'est-à-dire celui où vous pouvez faire la différence au niveau de la connaissance que le client potentiel il a des différents produits disponibles. Donc c'est quand même essentiel d'aller montrer cette expertise de différentes manières. Suivant. Le troisième volet, pour terminer, sur la partie off-page. Donc je disais tout à l'heure qu'il y avait la moitié quasiment des requêtes qui étaient sur la SERP directement, sans clic. Donc finalement, si c'est le futur de la SERP, on doit y être aussi. Ça fait aussi partie du SEO. C'est peut-être un peu embêtant, parce qu'on a l'impression de faire le jeu de Google, mais on n'a pas vraiment le choix en fait aujourd'hui. Suivant. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les services Google, on se doit de les connaître dans le détail, on se doit de savoir quelles sont les possibilités qu'ils offrent. Des outils comme Google My Business, si vous avez des points de vente, c'est essentiel aujourd'hui de les utiliser de manière complète. Tout le monde a plus ou moins ses magasins ou ses points de vente qui sont disposés sur My Business d'une manière ou d'une autre, mais finalement assez peu d'acteurs remplissent toutes les fiches de la bonne manière avec toutes les possibilités. Les visites à 360, les vidéos, les photos à jour, les coordonnées toujours disponibles, etc. Le fait de proposer du Google Post, donc de la news directement dans My Business, c'est des choses que les gens sous-exploitent aujourd'hui. Idem pour tout ce qui est fonctionnalité de marque, de visibilité de marque, d'empreinte de marque, qu'on peut également optimiser sur Google. Tout ça, aujourd'hui, il y a pas mal de solutions qui permettent de le faire, des solutions techniques qui agrègent un petit peu tout ça. Ça va de tout simplement Google My Business, mais ça va jusqu'au GPS et aux données qui sont fournies aux constructeurs automobiles, par exemple. Suivant. Voilà, donc pour résumer sur cette partie off-page, je ne rentre pas dans le détail du netlinking parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui et je voulais rester vraiment sur l'expérience utilisateur. Comme je vous l'ai dit, le netlinking, ça reste le cœur de l'algo, ça reste l'élément qui fait vraiment la différence une fois qu'on a tout fait. Maintenant, il faut bien se dire que quand vous avez une marque et qu'elle est un minimum forte, très rapidement en SEO, 90, 95, 99% de votre audience organique, elle va provenir de votre trafic de marque. Et ça peut être massif. Donc du coup, cette expérience-là, il faut la développer. Tout à l'heure, on parlait de mesurer l'impact du social media listening. Ça, c'est quelque chose qui doit aujourd'hui impérativement être fait finalement. On doit s'assurer de faire ce qu'on appelle du digital knowledge management, pour prendre une terminologie qui vient des États-Unis. On se doit de savoir, en tant que marketeur digital, l'intégralité des choses qui se disent sur une marque pour pouvoir soit la moduler, soit l'exploiter, soit retravailler des produits, soit retravailler des services, et être visible finalement partout où on peut l'être. Ça ne va pas forcément avoir un impact direct sur votre SEO. Je ne vais pas vous dire, oui, on fait du SMO, comme on le disait il y a 5 ans. On ne va pas parler de réseaux sociaux qui ont un impact direct sur le SEO, mais par contre, ça a un impact très fort sur votre empreinte de marque au global, donc sur votre communication, donc sur votre visibilité
et donc sur votre trafic SEO organique marque. Suivant. Voilà, donc pour terminer, je vous fais juste la petite checklist finale pour vous dire, pour 2020, pour le futur, comment on se prépare à tout ça, comment on se prépare à cette logique SXO. Pour résumer, c'est veille permanente de votre thématique ou de vos thématiques si on élargit sur les cercles. Assurez-vous de développer et d'assurer votre empreinte de marque. Et je n'ai pas parlé des avis, mais les avis aujourd'hui sur certaines thématiques, c'est juste indispensable, prépondérant dans tous les cas de figure. Le mobile first and fast, Furious si vous voulez. Des dispositifs qui vous renvoient le moins d'erreurs possible en tant qu'utilisateur, mais évidemment d'un point de vue bot également, puisque généralement ce sont les mêmes schémas. Quand vous utilisez des outils SEO, assurez-vous d'avoir une analyse experte qui soit basée en priorité sur l'intention de recherche et l'intention utilisateur, parce que c'est vraiment le cœur du sujet aujourd'hui. Et puis surtout, produisez des contenus experts et utiles qui soient vraiment adaptés aussi à vos objectifs. Voilà, j'en ai fini. Suivant. Juste petite auto-promo rapide, on a plein de livres blancs chez Cybercité que vous pouvez télécharger sur notre site. N'hésitez pas, on vous apprendra comment réussir votre refonte, comment rater votre refonte, comment faire du netlinking, etc. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous et bonne fin de journée. On garde peut-être le micro, il y a peut-être des questions éventuellement. Oui, des questions. On va en prendre une question de Nicolas. Je trouve vraiment... Ça fait peur comme ça. Ouais. Ouais, J'avais demandé un petit chat aussi dedans, ils ne m'ont pas donné. Je trouve que le SEO en fait est celui où il y a le plus d'histoire dans l'IRFD. C'est-à-dire des premiers à la fin, il y a vraiment une évolution constante, etc. Et au fur et à mesure des petits animaux, là on a eu panda, on a eu pingouin, enfin qu'importe la taille de l'animal, finalement ça faisait toujours mal à l'arrivée. On a eu un référencement l'année passée qui nous parlait de RP et SEO. Ici on voit SXO, on voit du content marketing, etc. Finalement, est-ce qu'on peut encore dire qu'on fait du SEO ou le SEO est-il finalement une intention ou un résultat? Est-ce que le client il comprend ça à la base aujourd'hui? Quelqu'un qui sort d'école ou autre chose, ou alors c'est un début de la vieille, voilà. Il y a plein de questions en une seule. Est-ce qu'on fait encore du SEO? Oui, plein. Plein pour une raison principale, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a strictement aucune solution, CMS, solution, des solutions SaaS ou n'importe, il n'y a aucune solution qui est optimisée nativement pour le SEO de manière vraiment définitive, on va dire. On parle souvent de WordPress, on parle souvent de PrestaShop, on parle de Magento, on a des acteurs comme Salesforce ou Sitecore qui deviennent de plus en plus forts également parce qu'ils sont multi-leviers finalement, donc ils touchent un peu à tout. Pour autant, nous, c'est des gens avec qui on bosse en étroite collaboration et on s'aperçoit que le niveau de maturité sur le SEO il est encore le même. Enfin, moi, je règle des problématiques que je gérais déjà il y a 10 ans. C'est des questions de crawl basiques, mais qui ne sont toujours pas adressées correctement. Parce que plus on va dans la complexité technique, avec les frameworks JavaScript ou des outils comme ça, finalement, plus les vieilles problématiques ressurgissent. Et en fait, on se retrouve toujours à avoir les mêmes recommandations qui sont souvent difficiles à faire appliquer aux équipes IT, aux agences web, qui pour le coup n'internalisent que très rarement le SEO ou alors d'une manière complètement obsolète. Donc oui, il y a encore plein de jobs. Il y avait une deuxième question dans ta question, je l'ai oublié, je suis désolé. Donc est-ce que c'est un résultat ou une intention? Est-ce que le client comprend aussi est-ce que le client comprend? Non, généralement non. C'est compliqué le SEO en fait pour des gens qui sont censés avoir des profils généralistes. On travaille beaucoup avec des services marketing, avec des services communication encore, qu'on a mis là un petit peu par hasard parfois, ou alors parce que par opportunité ou par méconnaissance de la transformation digitale. Là, on commence à voir des vrais services qui se structurent, avec des services digitaux, avec des services SEO parfois chez le client. Mais je dis toujours qu'il y a certains clients, ils sont responsables SEO au monde, c'est moi qui leur ai pris le job. Quoi. Parce que les écoles, elles arrivent, mais il n'y a rien qui remplace l'expérience en SEO. On prend juste une seule question dans la salle. Je vais essayer, du coup, est-ce qu'il y a une question? Oui, vas-y. Attends, parce qu'il n'y a plus de micro. Il n'y a plus personne qui donne le micro? Non. Il descend. Ok, merci.
Je vais poser peut-être une question très bête, mais moi je croyais que la future interface, elle était vocale. Et qu'on allait demander à Google de nous sortir le résultat. Donc j'ai du mal à faire le lien avec le SEO. C'est pas encore le cas, mais si on lit la presse, c'est le vocal qui arrive. Hein. Oui, bah c'est parce que c'est le truc à la mode aussi, mais faut se dire qu'il y aura toujours, on sait jamais de quoi demain sera fait, donc il y a toute une portion du SEO qui doit se faire sur la partie vocale. Après, il faut bien comprendre que les mécanismes de crawl et d'indexation des contenus qu'il y a derrière sont les mêmes qui sont délivrés par la recherche vocale aujourd'hui, donc il n'y a pas de spécificité technique vocale à part les applications dédiées à ça. Mais finalement, il y en a assez peu, il y a assez peu d'usages, et il y a encore plein d'usages sur lesquels on aura besoin d'un écran à un moment donné. À moins que quelqu'un dans la salle puisse me dire oui, j'ai acheté des produits pour mes verrues plantaires en vocal dans le métro. Je pense pas. Mais voilà. Il y a une différence près quand même, c'est que le vocal, si on prend l'exemple des smart speakers, en gros les Google Mini ou autres, fait qu'en fait on pose une question, on veut une réponse immédiate. Je ne veux pas la liste des sites qui me donnent la réponse. Je veux une réponse. D'où aujourd'hui, oui, parce que la logique de pouvoir dire next ou cette réponse ne me convient pas, elle n'est pas vraiment disponible. Non, elle est disponible, elle est juste chiante à faire. Voilà. Elle est atroce. Mais simplement, c'est pas ça le point. C'est que demain, est-ce qu'on peut dire que Google va chercher une réponse dans un site, éventuellement il ne le citera pas, ou le citera éventuellement, mais il ira chercher la réponse qui lui paraît être la plus adéquate et donc quelque part la mieux indexée par rapport à cette expérience. On peut l'imaginer. Merci Alban, on peut encore l'applaudir. Merci beaucoup.